Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. C'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui avec Dominique Faure, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Elle préside également le Conseil national de la montagne. On va détailler avec elle les enjeux du plan Avenir Montagne, lancé en 2021. 62 territoires montagnards accompagnés, un fonds de 331 millions d'euros. Comment réinventer des régions et un secteur économique fortement impacté par le réchauffement climatique? C'est un défi collectif à relever, vous allez voir. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Resap Paris, jeune marque de vêtements de seconde main. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est le grand entretien. Bonjour Dominique Faure, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. On va évidemment parler longuement de ce plan Avenir Montagne, relance et résilience, et qui est en pleine actualité d'une certaine façon. La sécheresse de ce mois de février, elle place cette question de l'avenir de nos territoires de montagne en pleine actu. On va dire, là, ces vacances février sont des vacances février sans neige naturelle. C'est le constat qu'on doit faire un peu partout. En fait, on trouve quand même de la neige naturelle, mais peut-être pas suffisamment pour nos vacanciers. Donc, évidemment, ce plan Avenir Montagne, il est là pour accompagner la transition vers un tourisme 4 saisons. Donc, je pense que ce plan Avenir Montagne a eu un impact sur nos territoires, et puis un impact aussi sur nos concitoyens qui, bien sûr, continueront encore pendant des années à faire du ski alpin, mais peut-être sur une période de temps un peu plus resserrée, puisqu'on skiait de décembre à avril. Là, on va peut-être skier que de janvier à mars. Donc oui, il y a moins de neige, bien sûr. Mais il y a une prise de conscience qui est réelle des professionnels de la montagne depuis quelques années. Je reste sur ce mois de février qui est quand même exceptionnel, c'est malheureusement un mois record. Est-ce que vous sentez, vous, une accélération de la prise de conscience? C'est-à-dire au rythme de ces événements climatiques extraordinaires qui malheureusement sont en train de ne plus l'être, est-ce que vous voyez l'accélération de la prise de conscience chez les professionnels du secteur de la montagne? Totalement. En fait, je suis en contact avec eux de façon extrêmement régulière, à la fois avec les élus locaux, évidemment, avec mon portefeuille ministériel, qui ont des stations de ski en régie, mais aussi avec les professionnels qui gèrent des remontées mécaniques, qui sont des sociétés privées. Et la prise de conscience est réelle. Ils ont d'abord traversé une crise très difficile avec la crise du Covid. Et là, ils sont confrontés à cette crise liée à la hausse des coûts de l'énergie. Et ce qui est extrêmement intéressant, je prendrai l'exemple de Briançon et de Serre Chevalier, à quel point ces deux crises ont accéléré leur prise de conscience. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Serre Chevalier, tout simplement, des panneaux photovoltaïques sur toutes les remontées mécaniques, alors que la surface en soi n'est pas si importante que ça et qu'on a plutôt tendance à installer des panneaux photovoltaïques sur des surfaces plus importantes. Mais cette électricité renouvelable, cette énergie renouvelable, elle sert à remonter de l'eau dans les barrages, et en fait on a des grosses batteries que sont nos barrages qui permettent de relâcher de l'eau quand on a besoin d'électricité. Et on voit comment deux énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques posés sur des remontées mécaniques et énergie hydroélectrique, il faut de l'inventivité, il faut de l'innovation, et ils l'ont compris qu'il fallait faire autrement. Je peux vous dire, la prise de conscience est réelle. Oui, la prise de conscience est réelle, ce sentiment d'urgence. Est-ce qu'il y en a certains qui avaient tendance à baisser les bras, à se dire mais c'est pas possible? Je pense notamment aux stations de moyenne montagne, celles qui voient quasiment plus de neige, sauf la neige artificielle. Est-ce que certains disent mais de toute façon c'est plus possible? Il faut qu'on change de métier, quoi. Est-ce que vous avez parfois ce genre de réaction? Oui, j'ai envie de dire que la prise en compte de l'absolue nécessité de faire évoluer leur métier, elle est là. Et quand je vous parle d'accompagner par ce plan Avenir Montagne vers un tourisme 4 saisons, c'est quoi? C'est évidemment du ski de fond plutôt que du ski alpin. Je vous ai dit, la période va être plus restreinte, plus courte. Mais aussi de la marche en raquette, mais aussi de la randonnée. Et moi, j'ai le sentiment, mais peut-être on aura des chiffres plus précis à la fin de cette saison, que nos concitoyens, eux aussi, encouragent cette diversification des activités. Ils ne veulent pas lâcher la montagne. Monoactivité, mais on passe sur une pluriactivité
Et je trouve que les offices de tourisme avec lesquels j'ai échangé récemment sont plutôt rassurants sur cette acceptation du citoyen de l'absolue nécessité de ne pas faire que du ski alpin. Donc plutôt combatif et pas forcément désespéré. Je préfère cette nouvelle-là. Le plan Avenir Montagne, il a été lancé en 2021. Jean Castex, qui était à l'époque Premier ministre, il concerne 9 massifs, dont 6 métropolitains, 8617 communes en zone de massif de montagne. Ça représente 10 millions d'habitants, soit 15% de la population française. L'économie de ces régions, à quel point elle est dépendante du tourisme déjà, pour faire un premier constat? Elle est extrêmement dépendante du tourisme. C'est vraiment la filière économique phare de ces territoires. Et le sport en montagne, c'est évidemment au cœur de cette industrie touristique. Donc, ce plan Avenir Montagne, en fait, c'était 2 axes, mais... Résilience et relance et résilience, il y avait ces deux mots-clés. Absolument, on a pu s'appuyer sur le plan de relance, puisque c'est pas moins de 331 millions d'euros qui ont été investis, 31 millions en ingénierie et 300 millions en investissement, à parité avec les conseils régionaux. On voit ces 2 axes. Oui, les 300 millions, c'est État et région, c'est ça, 150 millions chacun. Absolument. Et les 31 millions en ingénierie sont extrêmement précieux, parce que par rapport à ce qu'on se disait avant, il y a une nécessité de réinventer ce tourisme en montagne, et l'ingénierie, c'est ce qui permet de réfléchir, de se projeter et de voir comment on va pouvoir embarquer ce chemin. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi? J'avoue que je suis un peu béotien, moi, parfois. Quand on dit en ingénierie, c'est quel type de projet? En fait, on a 3 grandes familles de projets en ingénierie. On a celui qui accompagne le tourisme 4 saisons. Donc là, c'est de la réflexion sur les investissements qui pourraient être faits pour d'autres loisirs que le ski alpin. Ensuite, on a tout ce qui touche à la mobilité. Vous savez, nos montagnes, elles sont souvent très défavorisées en matière de mobilité. En dehors de la voiture, point de salut. Et donc, de l'ingénierie autour de la mobilité, c'est une réflexion sur des mobilités décarbonées, sur comment on peut travailler sur du covoiturage, comment on peut travailler sur des mobilités solidaires, c'est-à-dire accompagner nos seniors, parce qu'on a aussi des résidents en montagne, on n'a pas que le tourisme, mais il faut les accompagner. Et puis, on a le sujet de l'immobilier de loisirs, et là aussi, c'est de l'ingénierie. Comment cet immobilier de loisirs très vieillissant et parfois désaffecté peut être réhabilité. Donc, c'est vraiment ces 3 niveaux d'ingénierie qui ont permis de porter des projets sur lesquels les 300 millions ont été et vont être injectés. Je comprends la logique. Donc effectivement, vous nous avez dit 331 millions d'euros, 300 millions en investissement parité État-région, c'est 31 millions d'ingénierie, 669 projets et territoires soutenus. Je voudrais revenir sur on va vraiment passer du temps sur la résilience et la transformation environnementale qui s'engage dans ces territoires de montagne. Mais le mot relance, c'est évidemment pour l'après-Covid. Les stations, on s'en souvient, qui étaient restées à l'arrêt. Comment elles ont été accompagnées pour redémarrer? Donc c'est de l'argent qui a été... sont des subventions, c'est de l'argent sur des projets spécifiques. Comment ça a été mis en place? Le terme de relance prend son sens dans le fait que ces 300 millions, à parité avec les régions, ont été une partie du plan de relance national. D'accord. Donc, ce sont 300 millions parmi les milliards que le gouvernement a injectés dans les territoires. Et donc, cette relance, elle permet à nos filières économiques de repartir après une crise sanitaire, bien sûr, mais devenue une crise économique. Donc, voilà pourquoi on l'appelle relance. Mais ça suppose, pardon de vous interrompre, ça suppose par exemple de rénover des installations existantes. Je pense, j'ai vu en préparant l'émission l'exemple des thermes de Bagnères de Luchon. Alors on est évidemment dans les Pyrénées, donc là on voit bien que les thermes peuvent être un poumon, à quel point ça peut être un poumon économique. Elles étaient vieillissantes, vous avez profité de ce plan de relance pour les rénover. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Exactement. Dans des thermes, vous savez, on a quand même 2 lieux. On a le sujet des thermes eux-mêmes. Et on a le sujet du logement associé. Et cette subvention qui était autour de 3 millions d'euros, elle a permis une rénovation à la fois des thermes, à la fois la création d'un bassin aqualudique et en même temps la rénovation de l'immobilier de loisirs dont je vous parlais, c'est-à-dire faire en sorte que les lieux soient beaucoup plus attractifs. Les thermes, vous savez, c'est quand même un socle de notre tourisme français et on a profité de ce plan Avenir Montagne parce qu'elles sont souvent situées, ces thermes, en montagne. On a
a beaucoup dans le Massif central, beaucoup dans les Alpes, beaucoup dans les Pyrénées. Et à Bagnères-de-Luchon, il y avait une absolue nécessité d'injecter de l'argent en ingénierie et en investissement. Moi, j'y étais pour le Conseil national de la montagne, qui est un haut lieu, Luchon, un haut lieu de la montagne pyrénéenne, mais on fait venir toutes les personnalités qui, de près ou de loin, toutes les parties prenantes, et y compris l'économie touristique et l'économie de la montagne, pour réfléchir à et demain. Et c'était une belle, grosse journée de travail avec toutes ces parties prenantes pour se projeter sur la montagne demain. Donc les termes de Luchon, et on a choisi Luchon parce que c'était effectivement une belle rénovation, et c'est encore en travaux. Je pense que d'ici 18 mois, nous disait Monsieur le maire, on va pouvoir voir le fruit de ces investissements. D'ailleurs, vous parlez d'élus entrepreneurs. En quoi ils agissent en entrepreneurs? Vous l'êtes vous-même, hein, vous avez été maire d'une commune proche de Toulouse. Enfin voilà, je ne vais pas retracer toute votre carrière politique, mais en quoi un élu est entrepreneur? J'aime bien ce terme d'entrepreneur, parce que moi je suis un pur produit du monde économique avant d'arriver maire de Saint-Orens. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ce qui marche dans nos territoires, c'est parce que le maire a porté le projet. Et on voit au travers du plan de relance, mais encore aujourd'hui, le gouvernement venir abonder et en fonctionnement et en investissement aux côtés du projet porté par le maire, sur tous les sujets qui sont des sujets de territoire. On n'est plus dans un gouvernement qui décide d'implanter ici ou là un certain nombre de projets. On pense que le maire, l'élu local, le président de l'intercommunalité, le département, la région, doivent être à même de nous porter des projets. Et pourquoi maire entrepreneur? Parce que je vois bien que les projets très significatifs qui émergent sont des projets qui sont portés par des maires entrepreneurs. Entrepreneurs, pourquoi? Même parce qu'ils vont chercher l'argent dont ils ont besoin, de l'argent public, mais aussi de l'argent privé parfois, pour arriver à financer le projet qui vise à améliorer la qualité de vie des concitoyens de cette commune, par exemple. On va insister sur le mot résilience de ce plan Avenir Montagne, évidemment la transition écologique dont on a déjà un peu parlé. La France, elle est aujourd'hui dans le top 3 mondial des destinations touristiques hivernales. Est-ce que, vous dites, on a réfléchi avec le Conseil de la montagne à l'avenir, à demain. Est-ce que le risque, c'est de voir d'autres régions du monde, où l'impact du réchauffement est peut-être moins important aujourd'hui, prendre la place? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est aussi dans une compétition internationale quand on parle de tourisme. Et on voit bien que dans les Alpes encore, en 2022-2023, on voit des Argentins, des Brésiliens, des Australiens et bien sûr des Européens venir dans les Alpes skier. Donc l'attractivité touristique de nos montagnes, elle est énorme. Je vous pose cette question, pardon de vous interrompre, parce que on voit dans les rapports du GIEC que les projections, on dit plus 1,5, plus 2, plus 3, plus 4 d'ailleurs, qui a été évoqué par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, récemment, l'Europe est plus touchée que d'autres régions du monde. Quand on dit plus 3 au niveau mondial, c'est plus 4 en Europe. Donc, si je transpose ça à la question de la montagne, c'est une vraie question. C'est une vraie question de compétitivité future. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Mais ce que je veux corréler à ce que je vous disais au début, c'est que le touriste évolue en même temps. Parce que nous, les gouvernements, et on y travaille, et Christophe Béchu vous l'a dit, à l'adaptabilité. Donc à la fois, on travaille à la baisse de l'émission de notre CO2, des gaz à effet de serre, donc on est vraiment là-dedans, de la sobriété, mais en même temps, on travaille à l'adaptabilité. Et ce travail fait en sorte que nos concitoyens, quand ils viennent en montagne, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus demandeurs de raquettes, de balades, de randonnées, qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Donc ce que nous faisons, quand je vous parle du tourisme 4 saisons et quand je vous parle de cette pluridisciplinarité, y compris l'hiver, nous pensons qu'en investissant et en accompagnant ces transitions, alors les stations de montagne vont rester tout aussi attractives, parce qu'en même temps, les citoyens vont s'adapter et vont être moins exigeants sur ce ski alpin à tout prix. Oui, alors si on, effectivement on fait du 4 saisons, ça permet d'enrayer. Alors j'ai appris ce mot, j'avoue, la formation de lit froid. Je ne savais pas ce qu'étaient les lits froids. Et donc là, on parle de l'immobilier de montagne, évidemment. Oui. Et en fait, le lit froid, c'est un appartement qui est utilisé peut-être 4, 5, 6 semaines au mieux dans l'année et qui, le reste du temps, est vide. C'est ça? Oui. Donc,
c'est quoi le programme pour... donc, il y a ce tourisme 4 saisons, bon, mais sinon, ça veut dire quoi? Et puis alors, derrière, il y aura une question subsidiaire sur les passoires thermiques dans ces régions de montagne. Mais d'abord, les lits froids, comment on enraye ce phénomène? Donc déjà, ce phénomène de lit froid, où prend-il sa source? Oui. Il prend sa source dans le fait qu'on a encouragé nos Français à investir dans des stations de montagne avec de la défiscalisation et qui fait que les Français qui en avaient les moyens ont investi dans des appartements qu'ils ont, pour une grande partie d'entre eux, aujourd'hui, décidé de louer via des plateformes comme Airbnb, voire ne pas les louer, s'en servir comme résidence secondaire. Et il prend sa source aussi sur le fait que nos saisonniers, dont on a bien besoin dans ces stations de montagne, ne se sont pas investis dans la durée en achetant ou en louant à l'année des appartements. Et en fait, le saisonnier, il va faire une saison pendant 3 mois au ski, il va faire... Bon, voilà. Donc on a un phénomène de saisonniers qui bouge, qui se déplace et qui va faire des 3 périodes dans l'année. Et on a aussi des investisseurs qui, finalement, préfèrent ne pas louer. Donc, nous, on appelle ça aussi, dans notre jargon, l'attrition des logements. C'est-à-dire que l'enfant de la montagne, du village, qui veut revenir acheter, il ne peut plus. Ouais. Il ne peut plus, devenu trop cher, et rien à vendre. Donc ça, c'est le constat. Les solutions que vous proposez, ce que vous avez mis en place, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on a encore rien mis en place, si ce n'est, moi j'ai pris conscience de ce sujet septembre-octobre 2022, et j'ai, un mois et demi après, réuni 150 personnes avec mon collègue Olivier Klein et ma collègue Olivia Grégoire, qui est en charge du tourisme, et Olivier Klein du logement. Et ces 150 personnes, ce sont des acteurs privés de la montagne, ce sont des maires qui ont des stations en régie et qui sont élus de la montagne, mais c'était aussi des collectivités locales du littoral qui rencontrent exactement la même difficulté. Mais si on se recentre sur la montagne, quelles sont les solutions? Déjà, ne plus encourager l'acquisition de résidences secondaires. Ensuite, encourager par peut-être une succession, faciliter la transmission plutôt que des personnes âgées propriétaires d'appartements dans lesquels ils ne vont jamais. Et donc, peut-être mettre des taxes, comme nous venons de le mettre, d'habitation et des taxes foncières majorées, permettre aux maires de le faire pour faire en sorte que des communes, alors si je prends une commune du littoral juste pour allez-y, je vais vous prendre commune juste à côté de La Rochelle, les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, seulement 20% de l'habitat est de l'habitat permanent. Donc à un moment donné, il faut trouver par le biais fiscal, mais aussi, pas que par la censure, mais aussi par l'encouragement, la possibilité aux habitants de revenir, d'acheter, de loger des saisonniers. Donc, je n'ai pas la solution aujourd'hui. J'ai mis autour de la table tous ces acteurs pour qu'on trouve les solutions. Et je vais faire venir dans ma prochaine réunion Gabriel Attal, parce qu'à partir du moment où on va toucher au fiscal, voir aussi avec lui comment on peut porter. Il faut que le budget soit derrière vous, évidemment. Sur les passoires thermiques en montagne, là aussi c'est un enjeu majeur, parce qu'il y a énormément de ces stations qui ont été construites dans les années 60, 70, voilà, avec des normes de construction qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. On sait que la loi évolue, qu'il y a des propriétaires. Est-ce qu'il y a des propriétaires de logements en montagne qui, grosso modo, se disent là, je ne pourrais plus louer, je n'ai pas forcément les moyens de faire les travaux pour pouvoir continuer de louer dans quelques années? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est d'abord la législation qui fait qu'à partir du moment où vous n'êtes pas bien classé sur le plan énergétique de votre logement, vous ne pouvez pas le louer. Donc, je pense que c'est déjà une belle étape de franchie. Ensuite, sur tous les lieux publics... Oui, mais pardon de vous interrompre, mais si les propriétaires ne peuvent pas faire les travaux, on va se retrouver avec encore plus de lits froids dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'il faut une incitation, une aide? Comment on enclenche le mouvement? Au-delà de la sanction possible. Sur le logement privé, c'est des réflexions que l'on conduit pour, et ça fait l'objet de groupes de travail autour de la Première ministre, dans lequel on est dans le champ de la planification énergétique et effectivement la partie immobilier, que ce soit l'immobilier tertiaire, l'immobilier de logement, le logement social, toutes les composantes du logement, c'est une
une partie prépondérante sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Donc oui, il va y avoir d'ici l'été des annonces qui vont encourager les propriétaires à rénover énergétiquement leur logement. Mais je voudrais juste dire un mot sur le fait que le tertiaire est aussi une partie importante, ce qu'on appelle le tertiaire, mais c'est aussi pas seulement le tertiaire privé, mais le tertiaire dans les collectivités locales. Et là, quand même, souligner qu'au-delà des 2 milliards en investissement, on sort du plan Avenir Montagne. Oui, bien sûr. Et chaque année, nous injectons 2 milliards d'euros de subventions dans les collectivités locales pour accompagner les projets des collectivités locales. Eh bien, cette année, Christophe Béchu a obtenu d'injecter 2 milliards d'euros de plus de fonds verts. C'est quoi le fonds vert? C'est entre autres, de la réhabilitation d'écoles, de gymnases, de bâtiments publics, pour faire en sorte que des passoires thermiques deviennent des bâtiments économes sur le plan énergétique et génèrent, au-delà de la baisse des émissions de CO2, des économies dans nos collectivités aussi. Évidemment, il nous reste autour de 2 minutes 30. Je voudrais qu'on parle de ce programme. On sort du plan Avenir Montagne, ce programme de reconquête du commerce rural qui vient d'être annoncé. Ça consiste en quoi? En fait, il faut avoir en tête que c'est 21 000 communes en France qui n'ont aucun commerce et que nous sommes tous convaincus que le commerce, il est au cœur du lien social dans la commune, il est au cœur de l'attractivité du village, il est au cœur de la vie dans le village. Et donc, fort de cette prise de conscience, avec ma collègue Olivia Grégoire, on a décidé donc très récemment d'injecter 12 millions d'euros pour accompagner ce commerce rural. Comment cela se traduit? C'est 50 000 euros pour faciliter l'acquisition, souvent d'une maison très dégradée, donc qui va être acquise par le maire. Ça va être 25 000 euros qui va être une autre subvention qui vient en addition de ces 50 000 euros pour permettre l'aménagement intérieur de ce commerce, qui peut être un bar, qui peut être un dépôt de pain, un commerce de bouche pour la plupart. Et puis, c'est encore de mémoire 5 000 euros si on a un impact sociétal avec de l'insertion de personnes soit handicapées, soit éloignées de l'emploi. Donc on voit bien comment on travaille sur remettre de la vie dans les villages. Et donc c'est une décision un peu évidente, mais qui réjouit vraiment les maires de nos villages, parce que tout le monde est convaincu que c'est par de la réhabilitation et de la mise en commerce d'un certain nombre d'habitats très dégradés que l'on va ramener de la vie dans nos villages. Merci beaucoup, merci Dominique Faure et à bientôt. Sur Bismart, on passe à Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée, vous le savez, aux startups éco-responsables. C'est l'heure de Smart Ideas et je vous présente tout de suite mon invité, Mona Bouchtita. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes la cofondatrice de RISAP Paris. Vous l'avez créé quand et surtout pourquoi ? Alors RISAP Paris, c'est né en mars 2020, donc en plein confinement, parce qu'on avait un vrai besoin de sens, on avait envie d'avoir un impact sur notre environnement, et pour nous, créer cette marque du coup, qui est plein d'engagement, c'était le moyen d'agir au quotidien pour faire passer des valeurs, des messages auprès de notre génération. Et c'est quoi le concept de RISAP Paris ? Alors du coup, RISAP Paris, c'est une marque d'upcycling. Donc l'upcycling, c'est le fait de prendre de la matière qui existe déjà pour la transformer en nouveaux produits. Donc en fait, très concrètement, on recycle des vêtements en d'autres vêtements. Donc ça veut dire que vous créez des vêtements, mais chaque vêtement est différent ou alors vous avez une gamme entre guillemets? Alors c'est ce qu'on a réussi à faire avec beaucoup de travail, à créer des modèles en fait, qui sont des... Ça reste des pièces uniques, mais c'est des pièces uniques, mais des modèles. Donc en gros, on va choisir un pantalon. On va avoir une image, mais ensuite, ce qu'on va recevoir à la maison, ça va toujours être un peu différent, un peu unique, parce que c'est en fonction de la matière première qu'on trouve. Par exemple, il y a une veste, c'est ça, qui est créée à partir de jeans. Donc, combien de jeans pour créer une veste et quel type de veste, quoi? Donc, on a la veste Anne-Claire. Donc, c'est une veste en jean qui est composée de 5 jeans différents. Donc, en fait, on va faire du patchwork pour pouvoir réutiliser au maximum la matière. Donc, on va enlever tous les défauts, etc. Et on va venir optimiser la coupe pour refaire une veste.
Ça veut dire que c'est le même patron, c'est-à-dire que ce sera la même veste, mais avec à chaque fois des jeans différents pour la créer. C'est tout à fait ça. D'accord, bien compris. Vous avez plusieurs modèles comme ça aujourd'hui proposés à la vente? Voilà, aujourd'hui on a une vingtaine de modèles donc, qui sont disponibles sur notre site internet et aussi aux Galeries Lafayette. On fait toutes les tailles du 34 au 44. Et alors, si on revient à la fabrication, donc cette logique effectivement de seconde main d'upcycling, où est-ce que vous vous fournissez? C'est-à-dire votre matière première, c'est quoi? Ça, c'est la grande question. Du coup, nous, on se fournit en centre de tri. Donc, en fait, dans les villes, il y a des bacs de collecte. Oui. Et donc, ça va être acheminé dans des grands centres de tri où ça va être retrié en fonction de la qualité, en fonction de la matière. Et nous, on va directement là-bas se sourcer. On va acheter de la matière au kilo. Et ensuite, on va venir à l'atelier, donc à Paris, retrier cette matière, la retravailler, la laver et refaire des nouveaux vêtements. Elle se paye, cette matière première, vous l'achetez, on est bien d'accord? Bien entendu, on la paye, c'est une matière première qu'on achète, parce qu'il y a tout un coût derrière de la collecte, du tri, etc. J'ai vu que vos produits étaient garantis à vie. Alors je me suis dit, mais c'est bien, pourquoi pas, mais comment c'est possible pour de la seconde main? Nous, on garantit à vie parce que voilà, vu que la matière, elle a du vécu, c'est possible que parfois, il y a des traces d'usure qui arrivent, etc. Donc pour nous, on a à cœur de garantir à vie parce qu'en fait, créer une boucle du produit et montrer que sa durée de vie, le vrai but, c'est que la durée de vie du produit, elle soit infinie en fait. Vous continuez de créer de nouveaux modèles, ça dépend un peu justement de la matière première que vous dénichez? Oui, bien sûr, on continue de créer de nouveaux modèles, on est toujours à l'affût de nouvelles matières. C'est que des vêtements ou il y a aussi, je sais pas, des sacs? Alors, il y a des accessoires, il y a des vêtements, mais il y a aussi des box do-it-yourself. Qu'on a créé pour apprendre aux gens à faire par eux-mêmes. On a sorti aussi un livre récemment aux éditions Larousse et des ateliers. On fait aussi des ateliers, donc autant pour les particuliers que pour les entreprises, où on va proposer aux entreprises en fait d'aller recycler leur matière en interne pour en refaire des produits corporate, par exemple des pochettes d'ordinateur, donc au sein de l'entreprise, et ça cartonne. Oui, ça cartonne. Donc ça, vous avez des clients entrepreneurs, des entreprises qui font appel à vous. Votre mode de distribution, c'est quoi? C'est 100% Internet? Il y a des boutiques? Comment vous fonctionnez? Il y a le site e-commerce, et ensuite on a Galeries Lafayette, Haussmann et Annecy. D'accord, des corners dans les Galeries Lafayette. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, Rissab, dans 5 ans? C'est quoi votre perspective? On espère que dans 5 ans, on aura réussi à démocratiser l'upcycling. Déjà que tout le monde en France connaisse cette notion et sache ce que c'est. Et ensuite, qu'il y ait de plus possible de pièces Rissap dans les dressings de chacun d'entre nous. Alors ça suppose un changement de mentalité, parce que moi je parle souvent ici du succès des marques d'ultra fast fashion auprès des ados, et notamment des adolescentes. Donc il y a à la fois un engagement d'une génération et puis il y a un constat de réalité. Quand on a 10 € d'argent de poche, on achète sur ces sites. Comment vous imaginez parce que quand on fait de l'upcycling comme vous, forcément on est un peu plus cher. Donc comment vous gérez cette contradiction apparente? Forcément, il y a un coût. Nous, aujourd'hui, il y a un vrai travail d'éducation. Il y a un vrai travail de donner l'information aux jeunes sur ce que c'est la fast fashion, qu'est-ce qu'il y a derrière d'un point de vue écologique et éthique. Et donc, il y a un vrai sujet de sensibilisation pour faire prendre conscience aux gens que c'est assez catastrophique la fast fashion. Et ensuite, de proposer un produit derrière et on fait un vrai travail sur nos prix. Il y a justement un vrai travail d'industrialisation de nos produits pour réussir à marger mieux et réussir à avoir des coûts de production qui sont plus intéressants et répondre à la demande des jeunes qui est de payer un produit qui est éthique mais pas trop cher non plus. Merci beaucoup et bon vent à Rissap Paris. Je vais citer rapidement Louise Perrin, Marie Billa, programmation et production, Saïd Mamou au son, Théo Boscar à la réalisation. Belle fin de journée à toutes et à tous. Merci.